Bon, normalement on a Loïc au téléphone. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends correctement? Ouais, je vous entends très bien. Je suis encore un peu en train de marcher en ville, mais c'est bon, je vais arriver bientôt dans un endroit calme, mais on peut déjà commencer, y a pas de souci. Tout à fait, mais tu peux faire deux choses en même temps, Voilà, y a pas de souci. Alors Loïc, ben d'abord merci d'être avec nous aujourd'hui parce que t'as eu une grosse journée, t'as même eu un gros week-end, t'as même eu une grosse semaine si on repense à ce qui s'est passé depuis jeudi. Mais bon voilà, on avait souhaité t'avoir au téléphone aujourd'hui parce que t'es aussi assez symbolique de ce qu'on décrivait dans la première partie d'émission, dans le sens où t'es victime et toi aussi de la répression. Mais en fait, t'es victime. Le terme est pas adéquat pour toi puisque t'as choisi de te défendre. Et ce qui nous intéressait au-delà de ton cas personnel, c'était surtout ce que t'avais décidé de faire de ton procès. C'était quelque chose qui entrait vraiment en résonance par rapport à ce que nous on disait la semaine dernière et ce qu'on disait au niveau de l'émission. Déjà, peut-être d'abord, on peut dire qu'est-ce qui t'est reproché et comment d'abord toi tu te définirais, puisque c'est quand même assez intéressant les faits qui se te reprochaient et ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'histoire et l'affaire qui te concerne? Oui, alors ça remonte à novembre 2014, donc, le 6 novembre 2014, pour ce deuxième procès là que j'ai, suite à la mort de Rémi Fraisse le 26 octobre. Et donc c'était une opération en fait dans le cadre de l'opération Anonymous pour les grands projets inutiles imposés. Et donc c'est vraiment à ce moment-là en fait c'est quelques jours après la mort et des attaques ont été lancées sur plusieurs sites différents, notamment donc le site de la préfecture de police de Paris qui a été attaqué pendant un petit moment. Et donc en fait juste pour dire c'est que cette opération existait déjà bien avant la mort de Rémi Fraisse. Il y avait déjà eu beaucoup d'actions vis-à-vis de ça. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a déjà eu un premier procès en novembre 2015, ouais. qui portait déjà donc sur le site par rapport au site de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, et également le site du Conseil général de la Meuse, parce il reçoit 30 millions d'euros chaque année au Conseil du nucléaire, parce qu'ils ont été choisis comme région pour l'enfouissement. De la magouille et de l'achat des consciences, c'est vraiment l'argent moteur du consentement dans la région, avec en plus le rachat des terres agricoles et la redistribution avec l'ANDRA qui fait pression sur les paysans pour actifs. Alors on peut rentrer dans le détail tout à l'heure, mais tu parles d'attaque et tu parles d'Anonymous, c'est-à-dire que Anonymous, on l'a dit ici, c'est à la fois un collectif formel et informel, mais en tous des cas qui utilise les outils informatiques pour pouvoir appuyer ou protester contre des causes ou pour des causes qui leur sont chères. Et tu parles d'attaque, mais tu pourrais définir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec le site de la préfecture de police de Paris, parce que le terme attaque et quand on dit on a attaqué le site de la préfecture de police de Paris, je rassure nos auditeurs, voilà, c'est le site internet de la préfecture de police de Paris. Voilà. C'est le site internet et en plus c'est aussi le site vitrine, là où il y a seulement les informations qui circulent et les connexions pour les visiteurs. Et donc oui, c'est une attaque par DDoS. Alors c'est ce qu'on appelle par déni de service. C'est envoyer un nombre de requêtes, par exemple, je sais pas, 10 000 par seconde, ce qui fait que le site va saturer en fait. Face au trop grand nombre de demandes. Donc on peut vraiment comparer ça à un blocus d'université ou à une manifestation sur l'autoroute, opération escargot. C'est vraiment un truc en fait sur les différents niveaux d'attaque informatique, c'est vraiment le niveau le plus bas, le plus sympa quoi. Et derrière donc c'était vraiment aussi avec cette volonté à travers une revendication par rapport à la mort de Rémi Fraisse, mais aussi par rapport aux répressions policières dans l'ensemble, parce que finalement ça a été un peu le déclic pour pas mal de militants en fait de voir en fait cette mort d'un militant qui fait une chose qui est quand même assez rare, même si ça arrive quand même souvent. Le dernier je crois c'était Michalon, je sais plus comment il s'appelle exactement. Vital Michalon, ouais, en 77. Il y en a d'autres, il y en a d'autres dans le cadre du maintien de l'ordre, mais qui sont moins connus. Par exemple, il y en a eu un à Amiens aussi. Bon après, il faudrait rentrer dans les détails, mais c'est vrai que sur du maintien de l'ordre, un décès lié directement à ce maintien de l'ordre, c'est-à-dire directement avec ces soi-disant armes non létales, ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ça a permis de mettre, pas mal de gens en fait, de tourner le regard un peu vers la police, vers qu'est-ce que fait la police en fait. Et c'est là que, moi personnellement en tout cas, c'est là que j'ai vraiment remarqué que, parce que je connaissais pas du tout toutes ces histoires, tous ces assassinats en fait de la police, déjà dans les banlieues depuis bien longtemps, qui subissent une répression déjà extrêmement forte, extrêmement virulente, notamment aussi avec les flashballs, nombre de jeunes qui perdent des yeux, c'est assez impressionnant en fait. Et
Et du coup, ce qui était vraiment intéressant à travers cette attaque, c'est que ça a permis de donner un peu un écho et exprimer un petit peu une contestation. Et oui, comme c'était dit avant, c'est très informel en fait. Donc ce collectif, en fait, c'est un peu n'importe qui peut s'y revendiquer. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois la cible qui a été désignée par un groupe informel Anonymous, et aussi voir la revendication en fait, c'est intéressant. Quand même savoir que à la base, le mouvement Anonymous, c'est quand même anarchiste, c'est un mouvement anarchiste donc, qui ne reconnaît pas de hiérarchie. En plus, il y a ce truc de l'identité qui est totalement noyé, ce qui fait qu'on se concentre essentiellement sur l'idée. Et voilà quoi. Ouais. Bah oui, d'autant plus que pour ceux qui fréquentent les médias un peu plus mainstream, on a eu au cours des différents mouvements de ces dernières années des interventions d'Anonymous contre, par exemple, ou pour supporter des blogueurs ici en Égypte, là aux Émirats Arabes Unis, etc., etc. D'autre part, on a aussi beaucoup tanné pendant les printemps arabes sur les réseaux sociaux et la possibilité justement de ces activistes d'utiliser les réseaux sociaux. On voit comment très bien par rapport à toi, ton histoire, ce qui d'un côté peut être encensé quand il sert les intérêts du pouvoir, peut être tout de suite stigmatisé quand il advient. C'est-à-dire que ton action, je le préfère au terme d'attaque, moi, ton action, elle est quasiment sans dégâts et non violente. Elle a fondamentalement, c'est une action politique, puisque tu amènes quelque chose dans le débat public et tu forces entre guillemets, le pouvoir, en l'occurrence l'APP, la préfecture de police de Paris, a attiré, en faisant ça, tu attires l'attention sur cette question de la violence policière, quoi. Et puis, enfin, là c'est moi parce que j'ai été arrêté, mais il y en a aussi plein d'autres, et je veux dire, enfin, c'est quelque chose de très, par exemple, enfin, l'attaque en soi, c'est des choses qui sont faites à plusieurs. Des fois même, on ne sait pas qui fait, c'est-à-dire chacun apporte un petit peu quelque chose, une revendication, et finalement on ne connaît même pas des fois quelle est l'autre personne qui va réagir par rapport à ça et qui va utiliser, qui va concrétiser. Et du coup personnellement, moi je fais partie des personnes qui ont été arrêtées, mais notamment dans ma garde à vue aussi, c'est un moment où finalement j'ai 7 agents de la DGSI qui sont venus chez moi le 7 avril 2015 et à 6h du matin, et j'ai eu 24 heures de garde à vue qui ont été rallongées. J'étais un petit peu bête, j'étais venu en mode je vais assumer, mais je vais pas non plus vouloir balancer, et du coup ils ont creusé parce que je ne voulais pas dire certaines choses, et ils ont commencé à faire pression sur mon meilleur ami qui était présent dans ma chambre lorsque je faisais une vidéo avec un fond vert, et il apparaissait un peu sur les rushs de la vidéo où ils ont retrouvé sur mon disque dur externe, et du coup ils ont commencé à faire pression là-dessus, et à terme en fait j'ai craqué et j'ai donné un témoignage à charge. On a l'avantage de pas se connaître entre nous, seulement les pseudos, mais on se connaît pas dans la vraie vie. Et du coup, le témoignage à charge en fait a suffi pour faire un chef d'inculpation. Et malheureusement 2 semaines après, il y a quelqu'un qui a été arrêté, quelqu'un avec qui ils avaient certainement déjà fait le rapprochement entre le pseudo et le nom. Ça c'est pas évident non plus quoi. Mais c'est aussi une force parce que finalement, c'est ça qui est assez beau, c'est que c'est quelque chose de très décentralisé, pas du tout connecté à une seule personne, et finalement la personne qui se fait arrêter, c'est bien la plus entre guillemets idiote et la moins protégée quoi, parce que finalement c'est un petit peu celui qui finalement il peut très bien ne pas du tout se faire avoir, et voilà, donc c'est aussi un petit peu ça quoi. Enfin, non mais c'est pardon. En novembre 2015, tu avais été condamné à 4 mois, c'est ça, avec sursis à Nancy, à Nancy. Là, comment que ça s'est passé le procès aujourd'hui? Alors ouais, vas-y, déjà, on a fait appel du premier, et donc là c'était un procès qui avait déjà été renvoyé une première fois parce qu'on venait de recevoir le dossier 2 semaines avant, donc c'était le 21 mars. Et donc là il y avait l'audience ce matin, et à 13h30 cet après-midi. Et finalement en fait c'est un petit peu les mêmes sujets qu'on avait déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire lors du renvoi que ils sont en train de rejuger sur une affaire un site internet séparé de tous les autres, sachant que l'autre affaire il y avait il y avait aussi silence avec le ministère de la Défense. Donc c'est un peu bizarre à ce moment on peut faire en fait autant de procès qu'il y a de sites. Et là il y a un principe, peut-être mon avocat pourra dire un peu plus après, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un principe de non cumul des peines. C'est ça. Et du coup on a redit ça, et bizarrement là il dit peut-être en effet il faudrait qu'on se réintéresse au dossier. En fait la procureure dit qu'elle n'a pas encore lu les conclusions de l'ancien procès, alors qu'elle avait déjà dit qu'elle n'avait pas lu les conclusions là l'autre fois et qu'elle avait dit qu'elle le ferait. Enfin bref, du coup ça traîne un peu, et là ça a été renvoyé au 6 mars. Donc, finalement c'est un renvoi au 6 mars, et d'ailleurs c'est une date hyper symbolique, c'est assez incroyable qu'ils aient choisi celle-là par hasard. C'est la date de l'expulsion de la ZAD de Sivins,
le 6 mars 2015. C'est là où finalement les derniers indices ont été expulsés, donc bien après la mort de Rémi Fraisse. Et ça s'est fait vraiment en concordance totale avec la justice, qui a déclaré, par un arrêté du préfet qui déclarait l'exécution immédiate. Les gendarmes s'est déjà déplacés la veille, enfin bref, c'était la magouille totale. Et du coup, c'est assez, enfin voilà. Donc c'est le 6 mars. Je sais plus l'horaire, mais je crois que ça doit être autour de 13h30 aussi. De toute façon, ce sera communiqué. Et voilà quoi. Donc, il y a quand même une chance qu'il y ait une relaxe, parce qu'en fait, dans une liste de cibles qu'on m'accuse d'avoir publiée, il y a le site du ministère de la Défense et celui de la préfecture de police de Paris. Et j'ai déjà été jugé pour le ministère de la Défense. Et c'est basé entre autres sur cette liste de cibles. Donc pourquoi sur cette même liste de cibles de mettre une autre inculpation sur la préfecture de police de Paris et tant d'autres sites en fait, pour en mettre beaucoup. C'est aussi un petit peu cette idée-là et finalement on verra ce que ça va donner. Donc c'est possible aussi que le procès soit finalement que le parquet abandonne les poursuites, mais ça c'est pas sûr. Pour le moment c'est le 6 quoi. Normalement, si je ne me trompe pas, le principe du droit dit que le fameux non bis in idem, tu peux pas être jugé. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Très bien. tu peux pas être jugé deux fois pour la même chose. Voilà, une fois ta condamnation, elle est définitive. Bon, et après ils peuvent jouer sur le fait que tu aies fait appel et que donc le jugement a pas été rendu encore. Donc je te rappelle que tu es innocent puisque tu as fait appel. Mais de toute façon, tu es innocent quand même. Mais tu es innocent. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est quand tu t'es rendu à la garde à vue. Alors effectivement, on peut dire, je pas mis en garde à vue quoi. Pardon, quand tu t'es rendu. C'est rare qu'on s'y rende tout seul. C'est pas un argument dans ma bouche, mais tu as 21 ans, donc tu avais 19 ans à l'époque, 20 ans, c'est ça. La DGSI, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Des gros bonhommes en face qui te font peser tout et son contraire, qui sont là pour te faire peur et avoir de toute façon la garde à vue c'est une saloperie. C'est pour ça que le meilleur moyen c'est de fermer sa bouche. On ne le répétera jamais assez. Mais bon, voilà, toi tu as une position qui est la tienne, le fait d'assumer. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. En même temps, ton acte il parle de lui-même, donc il n'y a pas besoin non plus de chercher midi à 14h. Et comment tu envisageais toi la poursuite de ta démarche devant le tribunal? Qu'est-ce que tu avais prévu de faire? Là aujourd'hui, le premier procès c'était par rapport à l'enfouissement des déchets nucléaires, donc c'est vraiment faire une tribune politique qui a été faite. Moi à l'époque j'étais plus dans une démarche un petit peu entre guillemets voyéniste un petit peu parce que c'était la demande du référendum, parce qu'il y avait une demande de référendum local sur le projet d'enfouissement. Et finalement, ça évolue quoi, les idées. Et là, c'est une démarche vraiment plus radicale dans le sens, à terme, moi j'aime bien cette citation d'Alexandre Lassange, qui est un criminologue qui dit la société a les criminels qu'elle mérite. Et en fait, la police ne fait que gérer, elle fait pas gérer le crime à son origine. Le crime à son origine, s'il découle de l'injustice sociale. C'est pour ça que dans les banlieues, là où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, il y a les vols, il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et en fait, la police ne fait qu'aggraver le cas et souvent défendre les classes privilégiées ou alors même dans les grands projets inutiles imposés. On voit que c'est les gendarmes qui viennent, comme ils risquent de revenir d'ailleurs très bientôt à Sivins. Et du coup, j'ai juste un peu perdu. Ah oui, voilà, le feed. En gros, ça serait vraiment un procès. Donc, c'est une attaque par rapport à la mort de Rémi Fraisse. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que il y a eu Adama cet été. Il y a eu Romain pendant le mouvement contre le travail qui a été dans le coma pendant 10 jours. C'était un éclat de grenade sur le côté gauche, je crois, sur la tête. Et hier encore, il y a eu Laurent, un syndicaliste, qui a perdu un œil. Hier, c'était pas hier, c'était il y a quelques jours, le 15 septembre. Et en fait, tout ça, on remarque que finalement rien ne change. L'impunité policière, elle est toujours là. Ils continuent à utiliser les mêmes armes, ils continuent à utiliser la même violence. Ils se remettent pas du tout en question. La justice est totalement derrière en balançant des outrages et rébellions dès qu'ils sont en train de tuer quelqu'un pour essayer de faire changer, pour que la victime devienne l'accusé. Et c'est une politique totalement ignoble de la part de la police qui commence vraiment à à éclater au grand jour, parce que aussi cette répression-là finalement, elle s'abat de plus en plus également sur les militants, ce qui fait qu'on commence à prendre conscience de ça. Et du coup, c'est vraiment l'idée que dans ce contexte-là, en fait, il faut pas s'étonner qu'il y ait des attaques, en fait, que ça soit par des attaques informatiques, que ça soit par des manifestations, et même, j'ai envie de dire, à un moment donné, par des actions virulentes qui sont réalisées dans les manifestations, parce que ça aussi, il faut le comprendre. Qu'à un moment donné, ces gens-là qui arrivent à des situations radicales en manifestation, de lancer de pierres ou quoi que ce soit, c'est aussi parce que finalement on est dépassé par la violence de l'État. C'est pareil comme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On défend une zone, un territoire sur des barricades,
Et si la ZAD elle a tenu jusqu'à maintenant, c'est parce qu'en 2012, il y avait des gens qui étaient là aussi pour tenir ces barricades-là, qui étaient là, qui étaient prêts à faire face à la police. Donc il y a aussi un petit peu enfin voilà, cette compréhension aussi à avoir de la part de la résistance en fait nécessaire et légitime dans un sens totalement. Parce que aujourd'hui par exemple, on peut prendre un exemple très simple. Sivins, c'est un projet aujourd'hui qui a été abandonné. Rémi Fraisse a été tué. Il a été donc déclaré illégal par finalement, enfin bon, il est plus suivi. Donc on peut quand même se poser la question, on pourrait poser cette question à un juge, et du coup de quel côté a été l'usage légitime de la force? Est-ce qu'il a été du côté des forces de l'ordre, sachant que tout est illégal, ou est-ce qu'il a été du côté des opposants? Finalement aujourd'hui c'est légal. Et ça pose aussi une autre question, c'est est-ce qu'on doit attendre que ça soit légal pour faire usage de la force? Ça c'est encore une autre question. Parce que souvent on se dit oui mais attends, la police elle est tout à fait légitime d'avoir ses armes sur elle, tout à fait légitime d'avoir ses flashballs. Mais en fait non. Si finalement il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système-là, quelque chose de lent, quelque chose qui n'est pas assez, parce que tout simplement on a voulu tout centraliser, on a voulu tout mettre sur un pouvoir oppressif, on en revient au pouvoir aussi. Enfin bref, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se poser ces questions-là et se dire en fait, ces gens-là, ils avaient totalement raison en fait. Et c'est même pas une question d'avoir raison, c'est une question du moment précis de vivre de chaque instant. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais du coup, je pense que ça se fait petit à petit et ça s'éveille petit à petit face à ces histoires, face à ces projets qui finalement, face à une résistance, malheureusement des gens trouvent la mort. Et ben on en arrive à dénouer les affaires quoi. Oui, et puis bon, tu l'as très bien dit, mais aussi il faut voir de quelle violence on parle. Là, on parle d'action sur un site virtuel. Voilà pourquoi toi tu es jugé d'une part, Oui. et les magistrats ne peuvent pas être crédibles dans le sens où ils comment dire, ils évacuent, ils relaxent, ils donnent des non-lieux. Voilà, c'est pas possible. Et effectivement, grâce à ta démarche, tu vas pouvoir justement quelque part démontrer l'inanité de système et puis les mettre en face de leurs contradictions, en disant voilà, moi je fais une action de protestation, d'ici quelques années ou quand on regarde ailleurs tout ce qui va être de la non-violence et tout ça machin, vous nous faites des documentaires et des films sur Martin Luther King, vous gargarisez de la révolte légitime, de là, puis tu vois, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? En face de ça, il y a des gens qui se font mutiler quoi. Enfin, faut être sérieux. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça me faisait penser à Malville, en 77, la mort de Michalon. On se battait à cette époque-là contre le surgénérateur qui n'a jamais fonctionné et qui est maintenant en démantèlement. C'est vraiment ça. Ouais, voilà. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Quoi. Et il y a quelqu'un qui est mort pour ça, quoi. Et oui, nous ici à l'Égrégore, il y a un truc qu'on aime bien, hein, il y a une phrase qu'on aime bien, c'est au mal de l'État, la force s'appelle droit, au mal de l'individu, elle se nomme crime, quoi. De Max Turner. Elle est Tout pas à mal. fait, tout à fait. Dis-moi, est-ce que tu as ton conseil à côté de toi pour avoir un petit point de vue juridique sur le truc? Est-ce qu'il a une seconde? Ah oui, pas de souci. Tout à fait. Je vous le passe. Merci. Allô? Bonsoir Étienne. Bon, Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Encore un renvoi? Les procureurs n'ont pas le temps d'ouvrir les dossiers ou incroyable, hein, incroyable. Comment? En fait, moi, j'interprète ça comme soit une négligence, une sorte de nonchalance à poursuivre les gens, comme dans un système un peu administratif où ça tourne, ça finalement sans trop de. De toute façon, je veux dire, cette procureure, elle a pas de risque à prendre, enfin, à les gens à comparaître, donc finalement, elle s'en fout un peu. Et voilà, elle se rend pas compte de l'enjeu, parce que là, c'est quand même 7 ans et 300 000 euros qui étaient encourus pour ce chef, ouais. Voilà, et que c'est à peu près autant que la traite de l'être humain. Donc c'est juste, faut avoir il faut avoir ça en tête. Et quand on a ça en tête, on se dit mais c'est juste, voilà, la grosse magie judiciaire qui était en route, quoi. Voilà, et qu'on a essayé d'enrayer. Je pense qu'effectivement, on a basé notre. Il y a eu un renvoi en raison de ce principe fondamental qui est le non bis idem, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'être condamné 2 fois pour les mêmes faits. Et en fait, c'est quand même un principe tellement fondateur et tellement, qui est prévu depuis la Révolution comme quelque chose qui permet de lutter contre un État surpuissant et qui opprime les libertés individuelles. Donc voilà, c'est un principe de sûreté, comme on dit, voilà, et qui permet d'éviter ces excès de répression dans lequel on est. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est l'hystérie de la répression des militantismes, de la lutte, de tout point de vue d'ailleurs,
la loi travail ou les ZAD et les banlieues, c'est l'hystérie. C'est pas très surprenant, mais là on les a pris un petit peu à leur propre jeu parce qu'ils sont toujours en train de nous invoquer l'état de droit, et là c'est une règle fondamentale de l'état de droit qui était manifestement en train d'être violée. Tout à fait, oui, qui semblait pas avoir pris en compte alors que c'est du niveau de droit pour. Exactement. C'est vraiment la base, je veux dire, de tout État démocratique, même pas avancé, quoi. Je veux dire, c'est juste, voilà. Ça n'avait pas mis la puce à l'oreille. Bon, en même temps, quelque part, on va. Comme on est des gros naïfs, on va dire, on va se baser sur l'honnêteté et dire bon, si au moins elle étudie le dossier, ça sera toujours ça de prix plutôt que de prendre une décision comme ça, on va dire en quelques minutes, quoi. Toi, qu'est-ce que tu penses du dossier pour l'avoir étudié? Ça te paraît parce qu'effectivement, on sourit et on se connaît, donc on prend les choses un peu légèrement, mais il y a quand même derrière un risque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, quand même de la prison, quoi. Hein, c'est clair. C'est clair. Et moi, pour te dire, je rigole parce que bon, là, effectivement, on a envoyé aussi. Et qu'en plus, c'est l'anniversaire de l'expulsion de la ZAD de Sylvain, donc symboliquement, c'est assez fort. Mais franchement, là, si on avait plaidé aujourd'hui, on était dans un tel état, je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé notamment il y a 3 jours avec sur la manif avec Loïc, que franchement, voilà, je pense qu'on aurait passé notre temps à pleurer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'abord ce dossier tragique, c'est la mort de Rémi. Et puis en plus, c'est juste tragique parce qu'en fait, on est cet acharnement en fait à réprimer le meilleur de la société, parce que Loïc, je suis désolé, mais c'est une magnifique personne. Donc je veux dire, c'est juste tellement caricatural de ce rouleau compresseur, voilà, qu'on a en face et qui continue et de plus en plus fort. Donc moi, je sais pas où on va en fait. Je sais pas où on va, mais on en est au point, en fait, pour te dire tout, on en est au point où on se dit, mais mettez-nous en prison. Mettez-nous en prison. C'est finalement logique au regard je sais pas, enfin, ça, c'est, en fait, je pense qu'il y a un moment où il faut que ça pète. Donc, je veux dire, on n'est plus à se dire, mais c'est complètement scandaleux que ce système nous mette en prison. En fait, c'est logique. Sauf que c'est vrai que c'est complètement tragique. Enfin, il y a un truc en fait où je sais pas comment dire les choses en fait, mais c'est cette. Tu veux dire que Loïc il est cohérent et il faut que les juges ils assument, quoi, et qu'ils soient cohérents aussi, quoi. Mais et que on pourra pas tous nous enfermer. Voilà, on pourra pas tous nous enfermer, on pourra pas tous nous flinguer, on pourra pas tous nous blesser éternellement, et qu'il y a un moment où si on tient bien debout et en masse, je veux dire, parce que je pense que ça remue aussi les masses, je veux dire, de voir de tels excès et puis surtout l'absence totale d'alternatives proposées. On est vers on voit bien que là cette démocratie représentative elle est complètement à bout de souffle, qu'on est en train d'être dans avec cet état d'urgence, etc. On voit bien que toute cette politique répressive qui a eu lieu depuis je sais pas, même 30 ans maintenant on pourrait dire, 20 ans en tout cas, depuis au moins les émeutes de 2005, on est face à un échec total et une sorte de une voiture qui va de plus en plus vite vers le mur, quoi. Voilà. Et donc oui, il y a des gens qui se lèvent et Loïc Schneider, il en fait partie, et c'est juste magnifique de voir effectivement un jeune homme de 21 ans, l'âge de Rémi, qui était là en plus à Sylvain et qui n'a pas peur en fait, qui n'a pas peur. Bon, ça c'est pas vraiment un discours de technicien du droit à 1 mètre, hein. Non, mais en fait, moi j'étais là à 1 mètre quand il s'est fait prendre, alors qu'on n'a même pas pu rentrer dans la manif. Ouais. Je veux dire. Et que de toute façon, en plus, je suis dans les dossiers maintenant, parce que le gendarme, il me voit, il me dit, voilà, je grenouille à côté. Enfin, de toute façon, bien sûr que de toute façon, tout ça nous fout une trouille pas possible. Mais en même temps, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, je veux dire, sinon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et je trouve qu'en fait, en tout cas, il me donne une force incroyable. C'est clair. Il n'a pas peur. Voilà. Non, je pense que c'est le plus dur, en fait. C'est effectivement ça. Parce que c'est terrifiant. Évidemment que c'est terrifiant. Mais si on a tous peur, effectivement, je veux dire, le progrès de la destruction, il continuera, et jusqu'à quoi. Et puis il y a une phrase qui est très belle je le dirais, mais c'est vrai que lui, de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de plus en fait? Ils sont en train déjà de détruire, je sais pas, des milliers d'espèces, de détruire la planète, détruire les cultures, et ils pourraient la détruire 2 fois. Bah non, de toute façon, il y a un moment où on va arriver au bout de cette logique. David Jensen, moi je suis très je sais pas si vous connaissez, mais enfin c'est un auteur qui m'inspire beaucoup en ce moment.
et qui bah oui, a une radicalité qu'on est obligé d'avoir parce qu'en face on a une violence institutionnelle radicale. Moi je les appelle comme ça, je suis désolé, et qui est complètement et voilà, l'état de droit c'est devenu en fait simplement un état d'une violence radicale qui empêche toute émergence du meilleur. C'est ça qui est incroyable. Voilà, parce qu'en fait c'est le meilleur qu'on ait à proposer aujourd'hui. C'est ces ZAD qu'on va peut-être expulser dans quelques jours, notamment celle de Notre-Dame. Moi, je suis hystérique là-dessus. Je veux dire, si on expulse Notre-Dame-des-Landes, mais je pense que ça va péter, parce que c'est vrai que c'est pas possible d'expulser Notre-Dame-des-Landes. C'est juste le seul endroit, un des rares endroits en tout cas, où les corps s'interposent face à la machine de cette destruction programmée de tout, de la vie, quoi, tout simplement. Et donc il faut se soulever en masse contre cette expulsion de Notre-Dame-des-Landes. Je crois que c'est faire un rendez-vous bon, moi j'aurais bien aimé me reposer un peu et j'aurais bien retarder ce prochain rendez-vous, mais je crains malheureusement que ce soit effectivement le prochain rendez-vous. Et moi j'appelle chacun à en conscience venir soutenir ce lieu qui est pour moi un lieu d'inspiration de tout point de vue, comme on l'a vu à Bure cet été, où effectivement il se tisse des amitiés et des profondeurs de relations et de libération en fait de la parole et de chacun qui sont infiniment précieux dans le monde dans lequel on vit. Ouais, je pense que c'est intéressant, on va lui balancer des fleurs vu qu'il écoute pas. Loïc, c'est quelqu'un qui a 21 ans, qui écrit, qui a des compétences en informatique, qui s'engage, qui a une sensibilité, une attention aux choses et aux personnes, et qui a la capacité et l'envie, de s'engager et d'utiliser, de sortir de son petit nombril personnel pour quand il est confronté à un truc comme ça, à un procès, mettre en avant ses convictions et faire que ça soit utile non seulement pour lui, mais à l'autre. Peut-être on peut dire un mot. Tu peux nous dire un mot toi sur sa stratégie de défense, cette espèce de stratégie de rupture. Quelque part, elle est risquée, mais elle est cohérente et elle est pourquoi pas pour être payante, parce que justement là, le tribunal, en tous les cas, la présidence du tribunal va se retrouver confrontée à un petit problème judiciaire là. Ils en ont tout à fait pris conscience, et d'ailleurs ça a arrêté tout, parce qu'en fait au départ on avait posé des conclusions de nullité. Bon, pour faire mon travail, mais en fait le fond le stress qu'ils avaient, c'est effectivement de violer ce principe d'indiscipline, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être condamné deux fois la même personne. Et effectivement tout s'est arrêté, ils se sont dit non, là c'est impossible, j'aurais donné le dossier de 400 pages. Et nous aujourd'hui, en fait, on voulait non seulement évidemment parler de Rémi Fraisse, parler de cette beauté de la ZAD de Sivens qui a été évacuée dans les conditions dramatiques, et surtout parler de cette violence justement institutionnelle, de cette répression massive, mais pas seulement des ZAD, pas seulement du mouvement écologique, mais voilà, de tous ces morts, ces dizaines et ces dizaines de morts, en particulier. Ah, on a des problèmes techniques là. Ah, apparemment, ça y est, les brouilleurs se sont mis en place. C'est bon, ça y est, toi, t'es revenu. Voilà. Ouais, pardon. Je suis revenu, pardon. Non, mais c'est vrai, l'objectif aujourd'hui, c'est vrai que c'était essentiellement de parler de cette répression policière, et notamment dans les banlieues, en faisant un rappel, non seulement de la mémoire de Rémi Fraisse, parce que c'est vrai qu'il y a eu Rémi Fraisse qui est blessé ce jour-là, d'ailleurs, mais il y a aussi, mais je veux dire, je crois que c'est un tous les 20 jours, tous les 20 jours qui meurt dans les commissariats ou dans les prisons, de violences policières. Et ça, moi j'en ai déjà vécu au cabinet des dossiers aussi dramatiques. Ils n'étaient pas morts, mais enfin il a ignoble. Et c'est lui qui était condamné. C'est lui qui était condamné avec à devoir payer des dommages et intérêts pour outrage et rébellion à l'égard des policiers. Et c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Donc c'est vrai que je comprends à la fois le désespoir total de cette jeunesse, cette jeunesse, et puis le fait qu'on s'en retrouve à des impasses qu'on connaît, c'est-à-dire effectivement des actes qui sont ignobles, mais qui démontrent en fait qui viennent de l'intérieur. Moi je trouve ça qui est assez incroyable en ce moment, c'est que je trouve qu'en fait cette violence elle ne vient pas d'ailleurs. L'ennemi il n'est pas extérieur, et il est intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une violence institutionnelle telle que la seule réaction en fait qu'on puisse avoir, c'est effectivement d'avoir une radicalité dans cette violence, et il faut la canaliser, c'est-à-dire qu'effectivement il faut arriver à lui donner un sens, et je trouve qu'en fait c'est pour ça que je pense que la ZAD et d'autres mouvements comme ça donnent en tout cas, c'est réjouissant, une perspective de recréation de commun, de lieux de vie qui
qui manque énormément. Voilà. Bon. Après, je sais plus, je me suis perdu un peu. Je sais plus quelle était la question. Non, Désolé. Non, en plus, vas-y. Non, on parlait justement de la stratégie judiciaire, juridique de Loïc. Mais bon, de toute façon, il nous reste quelques minutes. Je crois que de toute façon, on a bien compris ce qu'on a dit. Hein. On parlait de radicalité. C'est pas un mot qui doit faire peur, dans le sens où ça veut pas dire qu'on va commencer à s'enfermer dans des cas, mais qu'on va prendre les choses à la racine et que ça va être collectif et politique. Parce que effectivement, si on est obligé de s'affronter individuellement et radicalement à la violence de l'État, d'une part, on pourra pas gagner, et d'autre part, en ce qui concerne la question des crimes et des exactions policières, si on prend un des exemples qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu à travers ce mouvement qui s'appelait Black Lives Matter, qui a été fortement repris et fortement publicisé chez une partie de l'intelligence ici en France et puis d'une manière générale dans la société. Et ça aboutit sur quoi? Parce que justement, il n'y a pas eu cette radicalité qui était là. Ça aboutit à la fin à ce qu'une personne, un ancien militaire, eh bien, il prenne un flingue et il décide de buter des policiers blancs. Alors effectivement, on peut choisir cette société-là. On peut choisir cette société du chacun pour soi et de tout le monde dans la merde. On peut choisir une société de la mort qui plane et du meurtre de masse en gros. Mais on peut aussi se battre et choisir une société où on est ensemble, on est plusieurs et on se réapproprie la politique, cette politique, mais de manière radicale, c'est-à-dire, comme disait l'autre, en prenant l'homme lui-même, en partant à la racine, quoi. Voilà. J'aurais pas pu dire mieux. C'est ça, l'amour radicalité, c'est revenir en racine. C'est exactement ça, c'est pas autre chose. Tout à fait. Et la radicalité, elle est aussi dans le fait que je trouve que c'est pas une activité politique annexe dans sa vie, ou en tout cas une part, c'est son corps, quoi. C'est sa vie. D'accord. Qu'on met en jeu dans cette histoire du monde, et en fait d'une certaine façon d'une lutte. Enfin, moi je trouve que c'est une lutte presque de survie, quoi, de survie affective, de survie politique, de survie tout court, voilà. Et donc oui, effectivement, c'est s'interposer, mais c'est ça que j'aime beaucoup dans les luttes, c'est qu'on retrouve des personnes qui sont entières, quoi, qui sont entièrement là, voilà. Et moi, oui. Voilà. Toi aussi tu es entier, Étienne, mais je suis obligé de te couper puisque tu entends le générique derrière. Ne quitte pas. Il y a pas de problème, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, ne quittez pas. Ouais. Au revoir.